Buona pulcella fu eulalia, bel red cor, bellezur anima. Voldre la vaincre, l'idéo inimi, voldre la faire, Dio le servir. La bibliothèque de Valenciennes tire son origine de l'installation des Jésuites à Valenciennes. Les Jésuites sont arrivés ici en 1591, peu après la fondation de l'ordre en 1539 sous l'impulsion d'Ignace de Loyola. Les Jésuites, rappelons-le, à partir de 1539 sont en quelque sorte le bras armé de la papauté dans la réforme catholique qui est menée à partir de la fin du XVIe siècle. L'aile qui abrite aujourd'hui la bibliothèque a été reconstruite au XVIIIe siècle, donc le bâtiment a toutes les caractéristiques de l'époque. Il a été reconstruit en briques et en pierre blanche et on sent que les architectes locaux, notamment l'architecte Playet, un architecte douaisien, est profondément influencé par l'ornementation française, qu'on peut admirer de grandes fenêtres de style Régence et plus tardif, des œils de bœuf entourés de guirlandes Louis XVI. Alors les dates à retenir pour l'histoire de la bibliothèque, c'est d'abord 1743, date à laquelle la bibliothèque dans laquelle nous sommes a été reconstruite. Ça n'est pas la première bibliothèque. On voit sur ce plan figuré le collège tel qu'il a été construit au début du XVIIe siècle par les frères Weymaker et Quirin-Huard, deux jésuites demeurés célèbres. Ils ont conservé l'implantation du collège de part et d'autre d'un bras de l'Escaut et ils ont construit toute une aile du bâtiment pour les classes, juxtaposée à celle de la bibliothèque, elle-même juxtaposée au cœur de l'église. Les différents corps de bâtiments de part et d'autre du bras de l'Escaut sont reliés par des ponts de pierre couverts ou non couverts. Une autre date importante, c'est 1762. Les jésuites quittent Valenciennes, ils n'ont donc pas beaucoup profité de cette salle. À partir de 1790, sont entassés ici tous les livres confisqués dans les maisons religieuses, dans les abbayes, chez les nobles, chez les émigrés, chez les suspects politiques. Donc la petite bibliothèque des Jésuites devient une grosse bibliothèque patrimoniale. Au XVIIIe siècle, quand on a reconstruit le collège, on a concentré l'ensemble des bâtiments sur la rive droite de l'Escaut et on a installé la bibliothèque non plus du côté du cœur de l'église, mais du côté de son entrée. C'est-à-dire que la bibliothèque donne désormais sur la rue, preuve peut-être d'une volonté d'ouverture des Jésuites au public. Pendant les guerres de 1914 et 1940, la bibliothèque échappe miraculeusement au pire, mais il y a quand même des dommages et il faudra une vingtaine d'années, de 1938 à 1962, pour que la bibliothèque soit entièrement restaurée dans son état initial. Alors la bibliothèque a été conçue comme on concevait les bibliothèques au XVIIIe siècle, c'est-à-dire comme un espèce de vaste salon où l'on se sent bien, où l'on est bien éclairé par une lumière généreuse, où l'on est entouré de livres. Et ce qui caractérise la salle, c'est qu'on a pris un soin particulier à son décor. Elle est décorée par un catalogue en images, c'est-à-dire que les peintures reflètent le contenu et l'organisation générale des collections. Alors, les peintures sont signées Bernard-Joseph Wamps, un peintre lillois de l'école flamande du XVIIIe siècle qui a beaucoup travaillé pour les églises de la région. Il y a deux grandes compositions historiques, l'école d'Athènes et la dispute du Saint-Sacrement, qui symbolise à elle seule l'ambition intellectuelle des jésuites, concilier l'héritage gréco-latin avec la philosophie chrétienne. Et puis il y a un ensemble de portraits de pères jésuites, regroupés 3 par discipline, qui rappellent à la fois l'ambition intellectuelle des jésuites, leur importance dans l'histoire de la pensée, et puis le fait que leur pensée, leur rôle a touché à toutes les disciplines. Les collections de la bibliothèque de Valenciennes sont très riches. On peut particulièrement citer les manuscrits carolingiens qui font la célébrité de la bibliothèque, les manuscrits romans qui proviennent de l'abbaye de Saint-Amand, des manuscrits de toute beauté, les manuscrits du prince de Croÿ, ce portulan ou recueil de cartes
est confectionné comme les autres manuscrits que nous avons déjà vus, avec des feuillets de parchemin, et puis un ensemble remarquable de manuscrits d'histoire naturelle qui témoignent de la curiosité des hommes d'autrefois, sans oublier nos fonds de poésie. La plupart des manuscrits de l'abbaye de Saint-Amand sont solidement reliés entre des planches de bois que l'on appelle des ais, et ces planches sont recouvertes de gros cuir grossièrement apprêté. Les supports utilisés au Moyen-Âge étaient le parchemin en particulier, qui pouvait être donc des peaux de différents animaux. C'est-à-dire des peaux de mouton traitées de manière à devenir très fines, très blanches, très souples, pour pouvoir supporter au mieux l'écriture et être assemblées en livre. Donc les peaux étaient coupées, rognées, on traçait la réglure pour pouvoir écrire dessus. Puis le moine copiait les textes proposés dans l'abbaye. Alors quand on observe les manuscrits de l'abbaye de Saint-Amand, on balaye plusieurs siècles d'histoire de l'écriture avec toute l'évolution de l'écriture latine vers nos écritures modernes. On trouve tout d'abord l'écriture onciale qui est assez ronde, très régulière, qui date donc de l'époque antique et qui a survécu jusqu'à l'époque carolingienne. Ensuite, c'est l'écriture caroline qui a pris le relais, instituée par Charlemagne, d'où son nom, et qui s'est répandue dans tout l'Empire chrétien. On suivit les écritures gothiques avec une série d'alphabets plus ou moins lisibles, assez serrés, pour donner des effets de texture aux pages. Et puis ensuite, on est passé sur les écritures de la Renaissance avec un petit retour vers un style antique et avec le développement des textes humanistes. Les encres pouvaient être obtenues à partir de végétaux, de fleurs, de minéraux, par exemple ici le bleu, ou encore de coquillages broyés, ici du murex. L'encre ferrogallique était obtenue à partir des tanins dans les noix de Galles. Donc, ce sont des petites boules comme ça qui résultent d'une piqûre d'insectes sur les feuilles de chêne. Ces petites boules sont remplies de tanins et on les mélangeait à du sulfate de fer pour obtenir de l'encre très noire. La Bible de Savallo, c'est une Bible de grande taille, dans la mesure où elle servait à la lecture à voix haute pendant les repas. Le moine était debout pour lire et il fallait donc que le module de la lettre soit de grande taille pour pouvoir être lu. Elle comprend 5 volumes, comparables à celui-ci, qui s'ouvrent majestueusement sur une page tapis, un motif particulièrement rare dans l'enluminure française. Les chercheurs ont pu calculer que les volumes avaient été copiés par une seule et même personne qui avait dû mettre entre 5 et 10 ans pour copier les 5 volumes. Le peintre a signé son travail en tête de chaque volume, au-dessus des pages tapis, Savallo Monachus Sancti Amandi me fecit. C'est le livre qui parle. Savallo m'a fait. Mais elle n'écouta pas les mauvais conseillers qui l'engageaient à renier Dieu dont le séjour est dans les cieux. Ni l'or, ni l'argent, ni les parures, ni les menaces du roi, ni les prières, rien ne put amener la jeune enfant à cesser d'aimer le service de Dieu. On la conduisit donc devant Maximien, qui régnait en ce temps-là sur les païens. Il l'exhorte, peine perdue, à déserter la cause du Christ. Aussi affirme-t-elle sa vocation. Elle supporterait plutôt les supplices que de perdre sa virginité. C'est pourquoi elle subit une mort glorieuse. On la jeta dans le feu pour vite la brûler. Elle n'avait commis aucun péché, c'est pourquoi elle ne se consuma pas. Le roi païen ne voulut pas s'y résigner.
Il ordonna de lui trancher la tête avec une épée. La noble fille ne s'y refusa pas. Elle voulait quitter le monde et elle en supplie le Christ. Le manuscrit 150, qui abrite la cantilène de Sainte-Eulalie, a été confisqué à l'abbaye de Saint-Amand, et c'est un manuscrit d'étude très modeste, qui n'a pas eu les honneurs d'une couverture rigide. Il est simplement protégé par une couverture en peau de cerf non apprêtée qui a conservé ses poils. C'est la raison pour laquelle il est baptisé dans les inventaires anciens le Liber Pilosus, le livre poilu. Il contient des sermons de Grégoire de Nazianze, traduits du grec en latin par Ruffin. Donc voilà le début du texte de Grégoire de Nazianze, un théologien du IVe siècle, transcrit dans une superbe écriture caroline. C'est un manuscrit très simple, sans aucun décor, avec juste le souci du respect du texte, quelques corrections. Les sermons de Grégoire de Nazianze, qui était un théologien spécialiste du Saint-Esprit et de la Trinité, parlent du mystère de la Pentecôte et du miracle des langues. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle les fameux Ludwigslied et la cantilène de Sainte-Eulalie ont été transcrits à la suite de ces textes. Et à la fin, il restait des feuillets vierges. Donc, par souci d'économie ou peut-être pour une raison intellectuelle précise, qu'il s'agit pour les chercheurs d'expliquer, des copistes ont transcrit 5 textes particulièrement précieux, dont la cantilène de Sainte-Eulalie. Le manuscrit a été réalisé au début du IXe siècle, à l'époque de Charlemagne, et la transcription de la cantilène de Sainte-Eulalie et des autres textes finaux date de la fin du IXe siècle, aux environs de 880. La cantilène de Sainte-Eulalie, qui occupe le feuillet 141, est transcrite à côté du Rhythmus Teutonicus ou Ludwigslied. La cantilène est le premier poème que l'on ait conservé en langue française. Le Ludwigslied est le plus ancien texte rédigé directement en langue germanique. La juxtaposition de ces 2 textes sur un même feuillet, dans un même manuscrit, est considérée par les chercheurs comme un miracle linguistique. C'est le plus ancien témoignage physique que l'on ait de la langue française. On pourrait dire que les sermons de Strasbourg sont plus anciens, puisque les sermons de Strasbourg sont datés de 842, mais ceux-ci sont transcrits dans un manuscrit du XIe siècle, donc bien postérieur à leur composition. Tandis qu'ici, la cantilène et le Ludwigslied ont été copiés pratiquement à la même période que leur composition par un copiste bilingue qui devait être d'une très grande culture. La cantilène de Sainte-Eulalie a beau être numérisée et a circulé sur l'ensemble des réseaux savants ou grand public du web, le public afflue toujours à la bibliothèque pour pouvoir la voir ou pour pouvoir pénétrer dans l'endroit où elle est conservée. La bibliothèque continue à s'enrichir, d'une part parce qu'elle engrange les livres qui sont inspirés par les collections anciennes et d'autre part parce que la bibliothèque a à cœur d'acquérir les livres marquants du XXe et du XXIe siècle. La conservation du patrimoine écrit valenciennois nécessite des moyens importants, tant en termes de conservation, restauration, numérisation, valorisation scientifique, mais également valorisation vis-à-vis du grand public, puisqu'il s'agit d'accueillir les enfants, les adultes, les étrangers, les touristes de passage à Valenciennes. Et une figure de colombe, sous la forme d'une colombe, elle s'envola au ciel. Prions tous afin qu'elle daigne intercéder pour nous et que le Christ nous prenne en pitié après la mort et nous laisse venir à lui dans sa miséricorde.